né donc à Oran, vous êtes né oui, à Oran, d'une famille d'origine italienne, et vous avez fait des études de médecine. Vous êtes anesthésiste réanimateur, spécialiste des situations de guerre et de catastrophes. Vous êtes intervenu en ex-Yougoslavie, au Liban, en Afrique. D'où vous vient ce parcours porté par l'engagement humanitaire? C'est bien que vous me posiez la question comme ça, parce que je me la suis posée aussi moi-même. Et donc, et peut-être c'est ce qui m'a paru le plus important. Au mois de novembre 2016, entre novembre et décembre 2016, il y a un certain nombre d'éditeurs qui m'ont contacté pour me demander d'écrire mon engagement en Syrie. Il y a eu Fayard, Bayard, Équateur, Flammarion, et puis aussi Talendier. Et à tous, j'ai répondu que je n'avais pas vocation à écrire, que j'étais dans l'action, que je ne voyais pas ce que ça allait apporter, etc., de raconter ce qu'il en était. Nathalie Richer, l'éditrice de chez Talendier, est la seule qui a vraiment insisté, beaucoup insisté, me téléphonant sans cesse, etc., et au point que les autres avaient abandonné quand j'avais dit que ça ne m'intéressait pas. Et elle a insisté, et je n'ai plus répondu du tout à ses appels, ni à ses demandes, à ses mails non plus, je n'ai plus répondu. Sauf le fait qu'à un moment donné, elle a envoyé par Messenger une phrase, mais que faut-il donc que je fasse pour que vous me répondiez? 3 points de suspension, c'était fou. Et donc je l'ai appelée à ce moment-là. Et à ce moment-là, elle a réussi à me persuader que ça avait peut-être du sens pour d'autres personnes. En tous les cas, que je leur apporte ma vision de cet engagement qui était le mien, et que ça pouvait aider peut-être, ou éclairer un certain nombre de personnes sur à la fois la situation en Syrie, etc., vue au travers de quelqu'un qui était directement sur le terrain, et que éventuellement, elle pouvait me faire aider, etc. Enfin, peu importe, le fait c'est que je m'y suis mis dedans. Et en me mettant dedans, ça m'a renvoyé au fait, mais pourquoi tu es en Syrie? Qu'est-ce qui conduit quelqu'un qui a un matin de partir comme ça? C'est pourquoi? Et je dois dire que c'est une découverte pour moi, parce que ce que nous cherchons tout le temps, c'est à ce que notre vie ait du sens. Et nous sommes tout le temps à nous poser la question, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? À quoi sert la vie? Etc. Cette question fondamentale au fond de l'humain, qui est celui qui, comme dans un train, il est dans un train et il ne sait pas du tout où le conduit ce train. Et il s'interroge au fond sur le sens de l'existence. Ce retour en arrière que m'a obligé le livre à ce moment-là, c'est de me poser la question, mais pourquoi tu es en Syrie? Et donc, et c'est pour ça qu'au départ, c'est devait être un livre essentiellement sur l'engagement en Syrie. Et c'est plus que devenu un livre de l'engagement en Syrie, c'est devenu un livre, une sorte de biographie au fond. Et la biographie à la recherche de sens. Et de repartir au fond de mon grand-père qui fuit l'Italie fasciste, qui se retrouve en Tunisie, de mon père qui part de Tunisie pour venir en Algérie. Et puis l'Algérie pour moi, pays arabe au fond. Hein. Voilà que je suis dans un pays arabe. Et la Syrie, que je sache, est un pays arabe au fond. Et donc j'ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, après la guerre d'Algérie. Nous sommes restés en Algérie après la guerre, avec un moment, une période en France. Et au fond, les pays arabes, au fond, j'y étais. Et au fond, je connaissais les pays arabes. La guerre, je l'avais vue pendant la guerre d'Algérie. J'avais 12 ans à cette époque, et voilà, j'ai vécu ça. Comme on s'est retrouvé à un moment donné en 1962 dans l'obligation de quitter parce qu'il y avait une telle tension, tout le monde était persuadé que les Algériens allaient descendre massacrer la population française, etc. Et qu'il y a eu une panique. Et tout le monde voulait fuir l'Algérie. C'est comme ça qu'il y a 1 million et quelques de pieds noirs qui sont arrivés sur des bateaux, des cargos, des avions, etc. Tout le monde fuyait. Et je n'ai pas échappé à ça. Avec ma mère, mes 3 sœurs, mon père, l'OS, empêchait les hommes de partir d'Algérie, voulait faire la terre brûlée. Donc je me suis retrouvé avec ma mère, mes 3 sœurs, des valises, sur un bateau où il y avait des milliers de gens. On attendait pour pouvoir monter. On a traversé dans la cave. Les gens pleuraient, les femmes pleuraient, etc. C'était assez difficile. On s'est retrouvé à Marseille. Je me suis retrouvé à Paris avec mes sœurs, dans un appartement, dans une pièce. Nous étions 4 à dormir dans cette pièce. Émigrés, vous avez dit, réfugiés, vous avez dit, mais j'ai vécu ça. J'ai vécu ça pendant quelques mois
comme réfugié dans cette situation, dans un endroit complètement qui me dépaysait complètement, etc. Personne ne s'occupait de moi et je voulais absolument être malade pour que mes sœurs puissent s'occuper de moi, etc. J'ai été déprimé par le fait que ma mère n'était plus avec nous, que la famille était éclatée, donc j'ai vécu ça. J'ai vécu ensuite, j'ai fait mes études de médecine qui ont été assez difficiles sur le plan pécunier, qui m'ont amené à travailler en même temps que mes études à Nice, etc. J'allais distribuer des journaux, j'allais décharger les camions à la Californie le matin pour pouvoir gagner des sous, etc. J'ai fait mes études de médecine, puis après je suis parti dans l'armée. Toujours est-il que, au fond, la guerre ne m'a pas quitté. Et après, j'ai fait les commandos. Les commandos ont été une période extrêmement importante pour moi, les commandos marines, parce que j'ai fait le stage commando. Et le stage commando a été à la fois difficile, sur le plan physique, mais en même temps, le fait de découvrir que nous nous mettons tout seuls nos propres barrages. Tout seuls. Nous nous créons, attends, j'y arriverai pas, ça je peux pas le faire, etc. Sur le plan physique. Nous nous limitons tout seuls. Et nous nous mettons tout le temps des limites. Alors, dans votre ouvrage, vous dites, et puis dans différentes interviews que j'ai pu faire, vous dites souvent que seule l'action vaut engagement, parce qu'en fait l'engagement il pourrait être de différentes natures. On pourrait se dire tiens j'envoie de l'argent, je fais une manifestation. Vous c'est toujours le moteur dans l'engagement, il doit être dans l'action, il doit être total. Mais envoyer de l'argent, c'est de l'action. Prendre la parole, etc., c'est une action. Dont Matthieu dit vous ne serez pas jugés sur votre foi, mais sur vos actions. Il n'y a véritablement d'engagement qu'au travers de l'action, et non pas au travers de ce que l'on fait, pas simplement au travers de ce que l'on dit. Et pour moi, ça a de l'importance. C'est ce que l'on pose comme acte. Est-ce que l'action doit être la prise de risque? Non. Mais il y a toujours un risque dans l'engagement. Il faut toujours que l'engagement soit porteur d'un risque, sinon ça n'a pas de sens. Quand vous dites envoyer de l'argent, si c'est de l'argent du superflu de mon argent, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de valeur, parce que qu'est-ce que ça me coûte? Si c'est au contraire de mon manque, et que je donne de l'argent, et ce moment, je prends un risque, c'est-à-dire de celui de manquer. Et donc, à ce moment-là, cela a du sens de donner de l'argent, ou de prendre une parole dans la mesure où ça peut heurter un certain nombre de gens et que j'en ai des conséquences. Ça a de la valeur. Ce qui a de la valeur dans l'engagement, c'est justement une prise de risque. Autrement, ça n'a pas de sens. Si je peux faire quelque chose qui ne me coûte rien, en quoi c'est un engagement, puisque ça ne me coûte rien. Donc, je ne dis pas engagement au sens de l'action physique, etc. Je dis simplement engagement. Et ce qui nous est demandé, en tous les cas, nous qui vivons en société, c'est bien un engagement vers le collectif, vers les autres. Parce que nous faisons société, parce que nous sommes ensemble. Et que ce que nous voulons de bien pour nous, nous devons aussi le vouloir pour les autres. Et autrement, on serait purement égoïste dans un monde que l'on se ferme à soi-même. Et donc, nous voulons faire société, nous voulons vivre ensemble, nous avons à nous engager. Et donc, votre engagement vous a en tout cas amené à prendre des risques considérables. Et dans le livre, alors peut-être que vous pourrez nous détailler un de ces événements, mais moi, il y a notamment un événement qui m'a beaucoup marqué. Alors, vous traversez des frontières dans des conditions extrêmement complexes et au péril de votre vie. La première fois que vous allez en Syrie, l'hôpital dans lequel vous exercez à ce moment-là, au tout début, est bombardé, vous manquez de... Enfin, vous survivez. Mais moi, il y a un passage qui m'a beaucoup ému, c'est ce passage où vous devez passer un checkpoint. Il y a là des djihadistes d'Al-Nosra qui visiblement, d'ordinaire, laissent plutôt passer. Et puis là, il veut faire un peu de zèle. Vous êtes dans ce van, cette voiture, avec plusieurs personnes. Et c'est comme si, alors que la porte est ouverte, c'est comme si cette personne ne vous voyait pas dans la voiture. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là? Je ne peux pas parler de ce moment-là sans parler au fond de ce qui m'anime, de la foi qui m'anime. J'ai profondément la foi. Je veux dire que Dieu n'est pas une entité extérieure à moi-même, c'est une entité qui me conduit, qui me fait vivre, etc., qui m'alimente, etc. Je suis profondément croyant. Et cette expérience-là, je l'ai faite pendant la guerre du Golfe. À la fois au travers des rencontres qui ont été ma vie, il y a toujours eu, à des moments, quelqu'un qui était à un carrefour et qui me disait « mais c'est par là que tu dois passer ».
il y a toujours eu, et quand je regarde en arrière, il y a toujours eu quelqu'un qui, à un moment donné, quand j'étais avec les commandos marines, c'était Sœur Marthe à Djibouti, qui était un personnage qui m'a profondément marqué sur le plan humain. Sœur Marthe, qui vivait sa foi depuis 20 ans en Afrique, etc. Elle était dans la joie constante, c'était une ch'ti grande, il faut voir le personnage que c'était, Sœur Marthe. Elle était une femme extraordinaire, avec laquelle je ne parlais pas de religion, d'ailleurs on ne parlait jamais de sa foi à elle, etc. Mais elle vivait sa foi tout naturellement, comme ça, avec une joie profonde, extraordinaire. Elle avait ses propres colères, et quand elle avait des colères à ce moment-là, sa voix allait dans les aigus. Et cette grande femme, etc., faisait que ça déclenchait chez moi un rire, parce qu'elle devenait très aigrelette, sa voix. Donc c'était assez étonnant de l'entendre, voilà, être en colère. Et puis il y a eu d'autres personnes qui ont été vraiment très importantes, toujours. Donc, quelque part, je me suis toujours senti accompagné. Mais pendant la période de la guerre du Golfe, pendant ces 6 mois passés dans le désert à attendre, comme ça, j'ai vécu quelque chose qui était extrêmement difficile. C'était au même temps que était constante la présence de la mort. On nous disait 10% du contingent français était prévu mourir le premier jour, 7% le deuxième jour, 3% le troisième jour. Ça, c'était vraiment une constante. Et or, j'appartenais à une antenne médico-chirurgicale qui était à l'avant. C'est-à-dire, nous étions environ 20 km du front. Et on devait se déplacer, etc. 20 km du front. Au point que mes camarades qui étaient dans les armes, dans le régiment à l'avant, etc., venaient me voir en me disant, si je suis malade, si je suis blessé, je compte sur toi pour que tu me soignes, etc. Ils avaient assez peur, donc je mettais en place des cours pour les former à cela pendant cette période d'attente, et j'étais dans une colère épouvantable. Colère épouvantable. Mes enfants étaient petits, j'en ai 5, étaient petits, et je me disais, mais ma vie vaut plus que ça. Dans ce désert, je suis venu défendre quoi? Défendre le pétrole? Pour les Américains, je suis venu défendre quoi? Qu'est-ce que je suis venu défendre? Et ma vie vaut plus que ça. Je ne vais pas donner ma vie simplement pour défendre les intérêts économiques, etc., d'une manipulation, parce que c'était une vraie manipulation. L'histoire le dira, mais c'était une vraie manipulation. En 3 mois, 500 000 hommes ont été ramassés pour aller faire sortir Saddam Hussein du Koweït, etc. On n'a pas fait la même chose pour Daesh, hein. On aurait pu en 2 mois avoir une armée de 200 000 hommes pour aller faire, on n'a pas fait ça, hein. Pour le pétrole, on a fait 500 000 hommes en 3 mois, on n'a rien fait contre Daesh, hein. Et donc c'était très très difficile, et j'étais dans une colère épouvantable, et puis un soir comme ça, dans le véhicule, c'était la veille de l'invasion terrestre, nous étions près de la frontière irakienne, et nous devions le lendemain matin rentrer en Irak. Donc il fallait accepter ce que je redoutais, c'est-à-dire de mourir, de laisser les enfants qui étaient petits, etc., d'imaginer que ça pouvait être mal finir cette journée-là. Et vers 1h du matin, la garde nous réveillait parce que nous devions prendre les comprimés antidotes du neurotoxique du sarin, d'un prostéine. Et donc, à 1h du matin, moi j'avais un véhicule, une ambulance que m'avaient donné les Saoudiens. Et donc j'étais dans cette Toyota que j'avais transformée en camping-car pour moi, je dormais à l'intérieur, j'avais ça. Et donc là, on a tapé à la vitre, je me suis réveillé, j'ai pris mon comprimé, je me suis rallongé de nouveau, j'avais vraiment plus sommeil, et d'un seul coup, je ne saurais pas quoi vous dire, d'un seul coup, une espèce de paix et une joie, une exultation, une paix extraordinaire m'a envahi. Au point que j'étais dans une espèce de nuage à ce moment-là, de joie extraordinaire, et la mort ne m'est plus apparue comme quelque chose d'épouvantable. Mais pas du tout. C'est une acceptation de la notion de mort, quelque chose qui m'a mis, mais je vous dis, dans une exultation. Je ne peux pas vous exprimer ça autrement. J'avais une paix en moi, voilà, et le lendemain matin, à 6h du matin, le convoi s'est organisé, j'avais Enya dans la voiture, j'ai mis ça à fond, et au fond, je suis parti faire la guerre heureux, je suis parti en ayant confiance. Faire confiance à la vie, parce que la mort, ce n'est pas la vie. La mort, ce n'est pas la vie. La vie, c'est autre chose, la vie se poursuit au-delà même de la mort. La mort, c'est une autre étape, simplement. C'est une autre étape. Et donc,
cela ne m'a jamais quitté. La mort ne m'a jamais quitté. Alors maintenant, si on revient à la Syrie, c'est ce sentiment d'abord que je ne crains pas la mort. Et le fait de ne pas... Alors vraiment, je vous le dis très honnêtement, cela apporte une liberté intérieure. Une liberté intérieure qui est très forte et dont on ne peut pas se douter si on ne fait pas cette expérience, qu'on devient intérieurement très libre. Donc c'est pas le sentiment de vous sentir protégé de l'extérieur ou d'avoir beaucoup de chance. Oui. Et donc quand je me suis retrouvé avec Al-Nosra ou dans le bombardement, etc., et j'envoie à ma compagne Myriam, je lui envoie un texte en disant Myriam, là ça va aller très mal, parce qu'il va me faire descendre du véhicule. Oui. D'accord. Et vous savez comment sont les enfants dans les écoles qui regardent, quand ils n'ont pas appris la leçon, ils regardent le maître comme s'ils savaient. Monsieur, moi je veux être interrogé, alors qu'en fait ils demandent surtout qu'on n'interroge pas. Donc je regardais le type d'Al-Nosra, hein, comme si j'avais pas peur de lui, comme si j'étais... Et puis je regardais aussi mes collègues à côté, puisqu'ils parlaient en arabe avec le chauffeur. Je regardais leur attitude pour savoir que j'essayais de me mettre à l'attitude des autres, fallait-il que je rie, fallait-il que je sois sérieux, etc. Donc je faisais ça. Et j'ai demandé à celui qui était devant de me donner son passeport syrien, de manière à ce que je lui redonne mon passeport en espérant que ça passe. D'accord, je lui refile 2 fois le même passeport, peut-être qu'il ne verra pas. Donc j'ai pris le passeport, j'étais là, je le regardais, et j'envoie à Myriam en disant ben, ça va mal se passer. Là, ça va mal se passer. Et il prend le passeport de Ziad, qui est juste à côté de moi, il prend le passeport des 2 autres, il vérifie, il prend celui de Ziad, il lui rend à Ziad, moi je le regarde, il se met à rire, il ferme la porte du véhicule et il s'en va. Et à ce moment-là, au même instant, je reçois de Myriam, je prie. Juste. Pour qu'il ne te voie pas. Oui. Ah, pour qu'il ne te voie pas. Oui. En fait, la scène se passe comme si il n'était pas vu par ces deux militaires qui font le checkpoint. Oui, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. J'avais l'impression qu'il ne me voyait pas. À aucun moment son regard ne s'est posé sur moi alors que je le fixais pour être sûr, voilà. À aucun moment son regard ne s'est fixé sur moi. Il éclatait de rire, fermé la portière, nous sommes partis. Je dis à Ziad à ce moment-là, regarde ce que je reçois à Ziad, d'accord? Et il me dit, dans le Coran, il y a une sourate, d'accord, qui fait référence à prier et vous ne serez pas vus des mécréants. Et Ziad me dit, mais nous avons ça dans le Coran. Voilà. Et nous sommes repartis. Et je dois dire que ça a été une des fois, mais il y en a eu d'autres aussi. Oui, il y en a eu d'autres. Il y a une scène qui m'a beaucoup touché, bien sûr, c'est toutes les scènes d'hôpitaux ou de cliniques ou de structures de santé qui sont systématiquement détruites, puisque nous, à Médina, nous avons aussi eu à avoir notre maternité détruite aux alentours d'Alep, à Kfar Amra. Donc ça a fait écho à des choses que nous avons vécues, et ça a été très émouvant de lire ces passages-là, parce que la façon dont vous le décrivez, j'avais l'impression de vivre ce que les personnels de Médina ont vécu sur place, la tragédie, les murs qui s'écroulent, les vitres qui explosent, les éventrations, et c'était très émouvant parce que nous avons perdu aussi plusieurs salariés là-bas et des gens qui avaient des soins. Et donc cette impérieuse nécessité que vous avez de vous engager, elle s'exprime donc là-bas en Syrie et notamment auprès des médecins, parce qu'on voit la désorganisation finalement des médecins syriens face à une situation d'urgence, de guerre. Vous leur apprenez la médecine d'urgence. Et moi, la question qui me venait directement à l'esprit, c'était est-ce que la médecine d'urgence de guerre, c'est une médecine de frustration du tri? C'est quand même terrible. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Oui, ça renverse et ça bouleverse complètement l'éthique médicale, qui est de vouloir maintenir et conserver la vie de tout le monde. Et dans cette situation d'afflux de victimes, quand vous avez des moyens qui sont limités, bien évidemment, vous ne pouvez donner des chances qu'à ceux dont vous êtes sûr
que cela vaut la peine de pouvoir les sortir. Et donc c'est clair que se met en place un dispositif qui est le triage et qui revient de la guerre de 14-18 où arrivaient ces flux de blessés. Et en 14-18, c'est les Français qui ont inventé le triage parce qu'il fallait essayer de sauver le maximum des gens, mais sans vouloir sauver tout le monde. En sachant qu'il y a des gens que l'on ne peut pas, parce que vous n'avez pas suffisamment de sang, parce que le bloc opératoire, la chirurgie sera trop longue, et du même coup, il y a ceux qui, derrière, avec un geste plus court, vous allez pouvoir les sauver, alors que celui-ci va vous prendre des moyens trop importants et vous n'aurez pas de chance. Mais vous comprenez, vous saisissez en même temps ce qu'il y a dans ce triage, et bien que ce triage est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez suffisamment de moyens et vous allez sauver des gens qui auraient dû mourir, et d'autres moments où ils arrivent en tel flux et avec des blessés trop importants, et là vous allez faire le choix de laisser mourir ces personnes, alors que dans d'autres circonstances, peut-être que vous auriez pu éventuellement le sauver. Donc le triage, c'est vraiment un dispositif à géométrie variable, et c'est constant, et ça doit s'adapter en permanence aux moyens dont vous disposez, vos capacités d'évacuation, à ce que vous avez suffisamment d'antibiotiques, suffisamment de matériel, etc. Et c'est constant. Alors, bien sûr que ça bouleverse complètement notre éthique médicale, c'est-à-dire que vous allez devoir dire celui-là non, celui-ci oui, celui-ci c'est une urgence absolue, celui-ci va attendre. Voilà, et c'est constant. Alors, pour les médecins, bien sûr que c'est un sentiment de frustration constante. Hier soir, j'étais dans une famille syrienne qui est ici à Bourges, et il y avait un jeune médecin ophtalmologue qui m'expliquait qu'il était en première année, mais qu'il n'y avait pas d'ophtalmo, et qu'il y avait de la traumatologie oculaire, avec des éclats, etc., et qu'il a essayé, avec ces quelques semaines, de faire de la chirurgie. Et donc, il a nucléé des gens, c'est-à-dire il a enlevé des yeux, il a essayé d'ouvrir des yeux, etc., pour essayer d'enlever, pour réparer autant qu'il pouvait se faire. Et il m'a dit, vous savez, comme c'est difficile pour moi de dormir, je me dis, il y a peut-être tant de gens que j'ai mal fait, tant de choses que j'ai mal fait. Mais c'est vrai pour tous les médecins syriens qui ont été dans cette situation. Combien de fois, après être retourné de Syrie pendant 2 semaines, j'avais énormément de mal, parce qu'il y avait tant de gens que nous aurions pu sauver avec peu de moyens, mais on ne les avait pas en Syrie. Alors que quand je revenais dans mon hôpital et que j'étais en réanimation et que j'avais des personnes souvent en fin de vie, des gros insuffisants respiratoires pour la énième décompensation, âgés, etc. Et je disais, mais on donne tellement de moyens pour faire survivre des gens quelques mois, 1 an, 2 ans, et là, on a besoin de moyens, alors qu'il s'agit de jeunes qui ne demandent simplement qu'à vivre, alors que là, on met en situation de survie. Et ça devenait, pour moi, tellement difficile que j'ai fini par quitter l'hôpital. Oui, c'est là où votre engagement a été total, c'est que vous en avez quitté votre métier à la clinique, à l'hôpital. Oui, parce que c'était difficile. Et vous avez travaillé donc avec les médecins syriens pour mettre en place des formations, oui. Pour former les médecins syriens qui deviennent eux-mêmes des formateurs de leurs collègues sur place. Je crois qu'il y avait eu 2 centres de formation en Syrie. Il y en a eu 4, il en reste 2, vous m'avez dit. Un premier qui était plutôt à la frontière syro-turque, et puis un autre syro-libanais. Alors c'est ça, les 2 premiers. Le premier a été construit en 2013. En février 2013, nous sommes allés, donc en 2012, je suis allé en Syrie. Quand je suis revenu de Syrie, j'ai vu les médecins de l'organisation franco-syrienne de l'USSM et je leur ai fait la proposition justement de former les médecins, parce que les médecins étaient confrontés à quelque chose qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne connaissaient pas. Je vous renvoie au Bataclan et à la difficulté qu'il y a eu en France à prendre en charge les victimes du Bataclan. Nos hôpitaux, les médecins n'étaient pas formés non plus au triage, les chirurgiens ne savaient pas faire ce qu'on appelle le damage control, c'était le contrôle des dommages. Ils voulaient absolument soigner en une fois, alors qu'on ne soigne pas en une fois, on contrôle et puis après on laisse se tarir et après on reprend chaque blessé tranquillement pour les traiter complètement. Donc ils voulaient faire du traitement immédiat alors qu'on fait de la stabilisation dans un premier temps. Donc en France, au Bataclan, à Paris, d'accord, les médecins français ne savaient pas faire. Les médecins syriens, la guerre étant une guerre de ville, une guerre urbaine qui se battait quartier contre quartier, maison contre maison, etc., l'hôpital était pris au piège, comme toute la population de cette guerre urbaine. Et donc les hôpitaux recevaient bien sûr des afflux de victimes, ils étaient face à des pathologies par explosion, ils étaient confrontés à ce qu'on appelle des pathologies par écrasement, etc. Tout ça,
eh bien, ils ne savaient pas. Et donc... D'ailleurs, dans le livre, il y a ce fameux produit que moi j'ai découvert, la kétamine, donc, que vous appelez le médicament de guerre, le produit de guerre qu'ils avaient. Donc les médecins syriens avaient ce produit dans leurs armoires, mais ne savaient pas l'utiliser. Absolument. Ils savaient pas. Le kétalar, la kétamine, c'est un dérivé du LSD. C'est une drogue anesthésique. Au fond, maintenant, ça fait partie des rap parties. Hein. Les gens, les addicts l'ont découvert, ce produit, parce que c'est un dérivé du LSD capable d'entraîner un certain nombre de troubles psychologiques. Mais ce produit est remarquable parce qu'il a une... comment dirais-je, il est... la dose mortelle est 250 fois la dose thérapeutique. Donc il faut une sacrée dose pour arriver à tuer quelqu'un avec du kétalar. Mais en fonction de la quantité que vous donnez, à 1 mg, 0,5 mg, 1 mg ou 2 mg, vous n'avez pas les mêmes effets. Ainsi, par exemple, vous voulez juste calmer quelqu'un, vous faites 0,5 mg kilo et vous le calmez simplement. Vous voulez éventuellement faire un geste, vous voulez réduire une fracture, etc. Vous lui mettez 1 mg par kilo, vous réduisez votre fracture, immédiatement, 10 minutes après, il récupère ses capacités, etc. Vous voulez l'endormir et faire de la chirurgie, ouvrir l'abdomen, le thorax, vous passez 2 mg par kilo en continu, d'accord? Et là, vous l'opérez sans aucun problème. Et quand vous avez arrêté la perfusion, une demi-heure après, il est réveillé. Et donc, c'est le produit véritablement de la médecine de catastrophe, c'est le produit de la guerre, etc. C'est celui qui vous permet de passer les frontières sans être embêté par les douanes, parce que ce n'est pas un morphinique. Et donc, c'est par excellence le produit de la guerre. Et ils ne savaient pas l'utiliser. Et donc, quand les blessés arrivaient, c'était véritablement un phénomène panique, parce qu'ils ne prenaient pas en charge la douleur, ils n'arrivaient pas à la contrôler, ils n'avaient pas de morphine, ils n'avaient pas à la contrôler. Donc ça criait beaucoup, ils essayaient de réduire les fractures, ils essayaient de faire passer des gens des brancards éventuellement sur les tables d'examen ou au bloc opératoire, ils voulaient faire des radios, et ben, ça posait des soucis de manipulation, il y avait des brûlés qui arrivaient, il y avait des enfants qui brûlaient, voulaient faire des pansements chez les enfants criaient, etc. Et donc ça amène en même temps à amplifier le phénomène, en même temps d'anxiété, de peur, etc., dans cette situation-là, avec des gens qui arrivent de tous les côtés, accompagnés par leur famille, qui pleuraient, en même temps de ceux qui devaient mourir à ce moment. Du coup, c'est les gens qui se débattent. Nous avons comptabilisé au niveau de l'USSM, parmi les médecins, et comptabilisé en ayant effectivement les identités, 732 personnes. 732 personnes ont été tuées, assassinées par le régime simplement parce qu'ils soignaient. D'autres ont été arrêtés, qui ont disparu et qu'on ne connaît pas. Et donc, pendant cette période, tous les hôpitaux ont été, 60% des infrastructures hospitalières ont été systématiquement détruites. Systématiquement détruites. Si vous voulez savoir qui sont les héros de cette guerre en Syrie, ce sont les soignants. Ce sont les soignants. Avec un courage extraordinaire de mes collègues syriens, des infirmiers, etc., de retourner à l'hôpital, malgré le risque de bombardement, etc., et de continuer à soigner, d'avoir l'hôpital détruit, de chercher dans les décombres ce qui pouvait être encore réutilisé, et reconstruire un hôpital dans une maison, une villa, etc., et de reconstruire une structure hospitalière, et de recommencer sans cesse et sans cesse. Pendant toutes ces années, ces 8 années, sans cesse, les médecins ont été présents. Bien sûr, beaucoup sont partis de ceux qui avaient des compétences, les sages-femmes, les infirmiers, les chirurgiens vasculaires, etc. Qui les ont remplacés à ce moment-là? C'était des étudiants en médecine. Qui ont remplacé des infirmiers? Des personnes de bonne volonté qui étaient là, qui ont appris sur le tas à prendre des tensions, à faire des pansements, à faire des injections, etc., sans aucune compétence. Qui a remplacé les sages-femmes? La femme de service, qui est devenue infirmière, et qui après, parce qu'il manquait quelqu'un comme sage-femme, est devenue sage-femme. Parce que je vous raconte quelque chose de vrai. Elle était veuve avec 2 enfants. D'accord, son salaire n'avait pas pour autant augmenté. C'était $50. $50, elle se retrouvait sage-femme. D'accord, en sachant qu'à un moment donné, le kilo de viande, c'était $50. D'accord, et la bouteille de gaz, c'était $100. Donc impossible de chauffer, etc. Et elle ne gagnait que $50. Donc j'ai vu ça. J'ai vu ça. À un moment donné, nous avons réussi à faire rentrer de nouveau les médecins compétents, les chirurgiens compétents. Ils avaient fui en Turquie, ils avaient fui au Liban, ils avaient fui en Jordanie, mais ils n'avaient pas le droit d'exercer.
Ils avaient fui avec leur famille, etc. Mais ils n'avaient pas le droit d'exercer dans ces pays. À ce moment-là, les ONG, dans ces différents pays, ont embauché ces médecins, ce qui leur permettait, dès lors qu'ils avaient un emploi en Turquie, etc., d'obtenir des autorisations de résidence, des cartes de séjour turques, etc. Et la contrepartie que nous leur donnions, c'est-à-dire on les payait, c'est qu'ils rentrent en Syrie 2 semaines par mois. Alors, leur famille étant en sécurité, ils ont accepté à ce moment-là de retourner en Syrie, dans les hôpitaux du nord de la Syrie. Et comme ils avaient des cartes de séjour turques ou jordaniennes, etc., ils pouvaient donc rentrer en Syrie comme Syriens, travailler pendant 2 semaines et ressortir de Syrie puisqu'ils avaient des cartes de séjour à ce moment-là. Parce que si vous n'aviez pas de carte de séjour, vous pouviez rentrer de nouveau en Syrie, mais vous ne pouviez plus ressortir. Et donc, de ce fait, nous avons réussi à maintenir un certain niveau de compétences techniques dans les hôpitaux du nord de la Syrie par cet intermédiaire. Et de votre point de vue, puisque vous avez tenu un propos qui a fait polémique sur le fait que de tuer le personnel soignant, de tuer des médecins, c'était un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Toutes les conventions internationales de Genève, etc., condamnent le meurtre de médecins, de personnel soignant, de destruction des hôpitaux. C'est un crime contre l'humanité. Et la communauté internationale n'a jamais réagi à ça. Quand je suis rentré de Syrie, que je suis allé voir l'Ordre national des médecins en disant « mais regardez ce qui se passe, ils massacrent, etc. » Il est nécessaire que nous, médecins, nous réagissions contre ça. Parce qu'on tue des médecins, on tue des infirmiers, etc., on détruit des hôpitaux, c'est un crime contre l'humanité. J'ai écrit des articles, vous pouvez les retrouver dans la revue Urgence Pratique, dans le quotidien du médecin, dans le journal des infirmières, dans le journal pour les ambulanciers, pour essayer de mobiliser la communauté soignante française au fait que les médecins, alors que nous avons une éthique, qui est celle d'aller soigner sans discrimination, c'est l'éthique qui porte, c'est le serment d'Hippocrate qui nous pousse à aller vers ceux qui sont en souffrance sans discriminer les uns par rapport aux autres. C'était le Conseil national de l'ordre des médecins qui est là pour défendre l'éthique. Or, il y avait bien, sur le plan de l'éthique, en tous les cas, il y avait lieu de réagir. Les prix Nobel de médecine auraient dû se lever en disant mais vous ne pouvez pas tuer des médecins comme ça, c'est pas possible, ou détruire des hôpitaux. Personne n'a bougé, et encore 8 ans après, personne n'a bougé. Et de dire pardon, que la deadline, enfin la limite serait l'utilisation d'armes chimiques est une fumisterie, puisqu'en fait, dès l'utilisation d'armes dites conventionnelles, ils ont tué beaucoup plus de gens. Les armes chimiques ont tué bien sûr beaucoup de gens, c'est atroce. Pour autant, les armes conventionnelles qui avaient été utilisées des années auparavant ont tué énormément de monde. 465 000 personnes ont été tuées, plus d'1 million de personnes sont handicapées en Syrie, 465 000, mais quand je dis ça, je ne parle pas des hôpitaux détruits, des centres de soins primaires, de la difficulté à prendre en charge les diabétiques, de la difficulté à prendre en charge les insuffisants rénaux chroniques, de la difficulté à faire des campagnes de vaccination, et on meurt de rougeole en Syrie de manière très importante, de la pollution en même temps des eaux, et il y a du choléra, et il y a du typhus, et il y a aussi simplement des diarrhées aiguës, mais comme il y a une difficulté à pouvoir les soigner, les enfants meurent sur des diarrhées aiguës, etc. Combien y a-t-il de morts en Syrie du fait de l'absence de structures sanitaires? On a évalué à peu près comme ça, et je ne sais pas comment, mais à plus de 1,5 million de personnes qui sont mortes du fait de l'absence de soins. Il n'y a pas le traitement, les cancéreux ne sont pas pris en charge, bien évidemment. Où trouver le traitement? Plus aucun insuffisant rénal chronique qui était dialysé ne sont plus dialysés en Syrie. À vous écouter, comme ça, je veux vous poser une question peut-être un peu plus personnelle, mais comment est-ce que vous dormez? Est-ce que vous arrivez à dormir? Quels sont vos rêves? Cauchemars. C'est pas des cauchemars, mais j'ai un sommeil très difficile. Je rêve beaucoup. Voilà. Je me lève des fois très fatigué de mes rêves qui sont des rêves très présents. Je me lève pas. Il y a des nuits où je me lève le matin très fatigué, c'est-à-dire que durant la nuit j'ai couru, durant la nuit je suis poursuivi, durant la nuit j'ai des choses comme ça qui font que j'ai des rêves qui sont très réels. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, j'ai l'impression d'avoir 2 vies, une vie de jour et une vie de nuit, et la nuit fait que le matin je me lève fatigué.
fatigué d'avoir couru, d'avoir été voilà, pourchassé, d'avoir été... voilà, ou alors simplement de passer des examens, comme s'il y avait une évaluation et je ne pas avoir préparé l'examen. Voilà. Et je passe des examens en pleine nuit sans les avoir préparés et je me retrouve face à un jury et je ne sais pas quoi répondre et je vis ça d'une manière très intense. Et vous vivez des choses. Alors je sais que pour un médecin urgentiste comme vous, en milieu de guerre, c'est peut-être une banalité ce que je vais dire, mais comment est-ce que vous gérez vos émotions? Comment est-ce qu'on gère ces émotions face à ces atrocités? Qu'est-ce qui... C'est l'idée, de toute façon, l'objectif c'est de sauver, c'est de soigner, l'objectif c'est que tout soit bien organisé. Du coup, notre cerveau met de côté cette partie-là et ça revient plus tard. Non, véritablement, je pense. Oui, bien sûr, il y a la volonté en même temps de faire en sorte que nous soyons le plus efficaces possible dans la volonté de sauver le maximum de vies, etc. Mais vous ne pouvez pas abandonner l'image de cet enfant à Djibouti, par exemple, que j'ai laissé mourir alors que de cette plaie carotidienne qui revient régulièrement, de ce jeune Allemand aussi, de sa plaie de la fesse, qui était en fait une plaie intra-abdominale et qui est mort parce que je n'ai pas su faire le diagnostic de bon moment, etc. Vous vivez avec ces gens, bien évidemment, vous vivez avec ça. Je vous le dis, oui, j'ai essayé d'être là où il fallait que je sois, au moment où il fallait que je sois. Bon, j'ai essayé de faire au mieux, mais n'empêche que vous portez. Ce qui me paraît le plus important, c'est la perception que j'ai qu'il n'y a qu'une seule humanité. Voilà. Vous répétez souvent que tous les hommes se valent, sont identiques. Absolument. Il n'y a rien qui justifie la mort d'un seul homme. Aucun idéal. Rien ne peut justifier la mort d'un seul homme, pour quelque raison que ce soit. Pour quelque raison que ce soit. Et je trouve fantastique, justement, la polydiversité de l'humanité. Je trouve fantastique. Je suis ébloui par les différences de culture, les différentes approches, etc. Nous ne détenons personne ne détient la vérité. Nous n'avons qu'un aperçu de notre vérité, celle que nous nous construisons à nous-mêmes, souvent enfermés dans nos bulles, parce que, voilà, nous créons des bulles, et d'ailleurs, dans ces bulles, on ne fait rentrer que ceux qui nous ressemblent, généralement. Il suffit que chacun d'entre nous veuille bien analyser, prend une feuille de papier, et vous mettez les personnes qui sont autour de vous, vous allez vous rendre compte que ce sont tous des personnes qui vous ressemblent. Ça, c'est clair. Et nous vivons tous dans nos bulles. Voilà. Cette parole, donc et cet engagement, vous ne l'avez pas fait en Syrie, vous avez été à travers le monde pour porter ce discours. Et moi, je voulais votre sentiment face à ce qui pourrait paraître comme l'inanité, en fait, de toutes les grandes puissances, les États-Unis, la France, face à ce drame qui se passait là-bas. Oui. Peut-être qu'au fond, peut-être que si je devais penser, je pense que je deviendrais anarchiste. Je pense que je deviendrai anarchiste parce que rien n'est plus épouvantable, par exemple, que d'avoir sorti des notions de nation, par exemple. Parce que dès lors que l'on dit, ou d'identité, dès lors que j'établis que nous sommes un groupe avec une identité, ça veut dire que dès lors que j'essaye de défendre mon identité par rapport à l'autre et que j'ai quelque chose à défendre. Or, ce qui est vrai, c'est que nous n'avons rien à défendre, que ce que nous sommes nous-mêmes. Mais pour autant, est-ce que nous savons ce que nous sommes nous-mêmes? Si nous avons peur de l'autre, c'est souvent parce que nous ne savons même pas qui nous sommes, et que nous sommes dans nos fragilités, et qu'au fond, l'autre nous fait peur, parce que du même coup, nous ne savons même pas qui nous sommes, véritablement. Et que quand on est face à quelqu'un qui nous est étranger, nous faisons l'expérience de l'altérité, c'est-à-dire l'expérience de l'autre. Et pour autant, si je sais qui je suis, d'accord, si je sais quelles sont mes valeurs, quelles sont celles que je porte, etc., que voulez-vous que ça fasse l'autre dans cette différence? En quoi? Moi, je vais en Syrie, je suis dans le monde arabe, etc. Je suis chrétien, profondément chrétien, j'ai une foi profonde. Le christianisme par lui-même et par les valeurs que porte le christianisme me suffit à ma vie et à donner sens à ma vie. Je rencontre un musulman, sa religion lui donne sens à sa vie. Et quand nous parlons ensemble, et le soir dans le centre de formation qui est là, le soir autour de nous avons fait une espèce de petit jardin, etc., avec un bassin, le soir nous discutons et nous partageons notre vision même du monde.
au travers même de nos religions, pour se rendre compte que nous, au fond, il y a très peu de choses qui nous différencient. Vous discutez en quelle langue? Alors, quand il parle anglais, je peux discuter en anglais. Autrement, c'est en français, avec quelqu'un qui traduit, bien sûr, avec mes amis syriens, français, qui traduisent à ce moment-là. Et donc, attendez, juste une anecdote pour vous dire, donc le vendredi, qui est le vendredi au même temps, il n'y a pas de différence dans la prière du vendredi que de la prière des autres jours, sauf que le vendredi, il y a quelqu'un qui fait une sorte d'homélie, entre guillemets. C'est-à-dire qui va apporter une... Donc ça peut être n'importe qui est choisi à ce moment-là pour la prière du vendredi et qui va faire une sorte d'homélie au fond. Et donc on vient voir le chirurgien Zouher Lana, qui est franco-marocain, qui est obstétricien et qui a mis en place le cours pour les aides-soignantes. Et on lui dit, Zouher, c'est toi qui vas faire la prière d'aujourd'hui, du vendredi. Nous étions face à face, Zouher et moi, en train de travailler. Zouher me dit, de quoi je vais leur parler? Ouais, je vais leur parler. Et je dis, ben Zouher, tu parles de la nécessaire soumission à Dieu, dans la confiance, puisque le mot foi, c'est faire confiance. Et musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu. Du même coup, la soumission à Dieu, c'est forcément de faire confiance. La foi, c'est confiance. Donc, et musulmans ou chrétiens, nous sommes dans la même disposition d'esprit qui consiste à dire, s'il y a une entité supérieure qui nous gouverne, nous devons nous mettre donc dans cette disposition de confiance et d'avoir confiance en toute chose à tout moment, etc. Et ben, je lui dis, parle justement de la confiance nécessaire. Et le mieux, c'est le Père commun que nous avons, Abraham, puisque Dieu lui dit de sacrifier son fils. Et il ne se pose pas la question, il va sacrifier son fils. D'accord? Mais sa main est retenue. Et donc, ben c'est quand même moi qui ai donné l'idée à la prière du vendredi, d'accord, ben justement de parler de ce qu'était la foi. Et dans votre livre, Va où l'humanité te porte, vous parlez souvent de cette nécessité impérieuse, de quelque chose qui va de soi. Est-ce que du coup c'est cette soumission et cette confiance qui vous porte? Absolument, oui, absolument. C'est de faire confiance, je ne m'interroge pas sur le lendemain, je me laisse porter par les événements, par les rencontres que je fais. Quand je suis dans un avion, je me laisse porter par la personne qui est juste à côté et j'essaie toujours de rentrer en relation avec la personne. Rien n'est plus important pour moi que les rencontres. Mais les rencontres qui sont de vraies rencontres. La plupart des rencontres sont souvent pour parler de soi et parler de ce que l'on pense, de ce que l'on croit. La vraie rencontre, c'est de rencontrer l'autre dans la différence de ce qu'il peut m'apporter, dans la richesse qu'il peut m'apporter. Et quand je suis dans un avion, je me dis, tiens, il est à côté de moi, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons échanger avec lui? Et le plus souvent, je me suis toujours rendu compte qu'il y avait toujours quelque chose avec la personne qui était assise à côté de moi. Et une fois, j'allais à Alger, il y avait quelqu'un assis, j'étais fatigué, je sortais de garde, je me retrouvais dans l'avion le lendemain, je n'avais aucune envie de discuter, je voulais vraiment rester tranquille comme ça. Et pourtant, ça m'a travaillé en me disant, quand même, tu devrais lui poser la question. Je n'ai pas fait. Et quand nous sommes sortis de l'avion, nous sommes dirigés vers les postes de police pour le contrôle des passeports. Je vais vers là, et je me suis mis à une queue, il y en avait une autre, et je vois justement mon voisin arriver pour se mettre aussi derrière une autre queue, et je lui dis, ben, vous êtes arrivé vous aussi? Il me dit, ah non, 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 moi je vais prendre mon avion, je vais à Oran. Or, j'étais né à Oran. Et donc, il y avait bien quelque chose entre lui et moi, et nous aurions pu discuter d'Oran peut-être, et peut-être même que nous avions quelque chose de très commun. Et est-ce que vous ne pensez pas que la guerre totale, comme elle se passe à l'heure actuelle en Syrie, et là je reporte les propos de Diana Sema d'Amnesty International, qui dit que les communautés vont se recroqueviller sur elles-mêmes, parce que à l'intérieur de la Syrie, il y a eu des déplacements de population extrêmement importants, des millions et des millions de gens ne vivent plus là où ils vivaient il y a encore 10 ans, mais ils ne se déplacent pas, ils se déplacent pour se réunir en communauté, qu'elles soient politiques, ethniques ou religieuses, communautés qui se divisent, donc ça crée un morcellement de la Syrie, des gens qui ne reviendront sans doute pas sur le lieu précédent. Et est-ce que vous ne pensez pas que justement cette altérité, cette rencontre
Du coup, elle n'existe plus en Syrie même. Oui, oui, bien sûr, ça s'est fait, Il y avait, dans la région de Idlib, quand je suis passé une année, il y avait 2 villages, et on me montre les 2 villages, on me dit, regarde, ce sont 2 villages chiites. Là. Mais après, les années passant, 300, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, 1 million de personnes en Turquie, je parle que de la Turquie, sans parler des autres, ils sont passés à 2 millions de personnes. La Turquie n'avait plus les capacités de les mettre dans des camps. Ils étaient répartis dans la population générale. Ils allaient jusqu'à Ankara, etc. Ils vivaient dans des conditions qui étaient épouvantables, dans des sous-sols, des gens qui leur faisaient payer des sommes à toutes les familles entières vivant dans des caves, etc. Le travail au noir pour la plupart du temps. J'ai vu un gamin de 9 ans. Le père avait été tué, 6 enfants, 9 ans, il travaillait du matin à 10h jusqu'au soir 22h, à 10 ans, pour pouvoir faire vivre sa famille, etc. Et le soir, il prenait les restes que lui donnait le restaurateur pour pouvoir faire vivre sa famille. J'ai vu ça à Gaziantep, en Turquie. Quand ils sont arrivés à 3 millions, bien évidemment, c'était la Turquie ne pouvait plus. Et à ce moment-là, ils ont trouvé un passage, qui était le passage par Izmir, la traversée par Lesbos, la traversée de la mer. Là, ça ne coûtait pas très cher par les passeurs, qui leur faisaient payer entre 500 et 1000 dollars pour traverser. Et donc là, ils se sont enfilés pour venir en Europe. N'importe qui d'entre nous, dans cette situation, aurait fait la même chose. Rester 3 millions dans un pays sans voir d'avenir, les jeunes ne pouvaient pas reprendre la faculté, les enfants n'allaient pas à l'école déjà depuis 6 ans, 5 ans, les conditions de vie étaient épouvantables, etc. Avoir une chance de venir en Europe, d'accord, pour essayer de se refaire un avenir, etc. N'importe qui d'entre nous aurait fait la même chose, n'importe qui aurait fait, en prenant tous les risques pour traverser, etc. Et des risques qu'ils en ont pris pour traverser. Il suffit de se souvenir combien de personnes se sont noyées, etc., pour entrer en Europe et venir reprendre. Même les jeunes, alors on est beaucoup de jeunes et on fuit. Mais bien sûr, les jeunes en Syrie, pour gagner leur argent, etc., quand ils étaient en Syrie, ils se sont engagés avec les rebelles pour recevoir, pour avoir un peu d'argent. Bien évidemment, quelles étaient les possibilités économiques qu'on leur offrait à ces jeunes de 18 ans, 19 ans, etc. Ils sont engagés, mais quand ils ont vu la possibilité qu'il y avait de recommencer des études, de partir, ils ont fui, ils ont abandonné. Sur les pages Facebook, vous les voyez en tenue avec une Kalachnikov, le lendemain, vous les voyez avec un sac à dos, court parce que c'était l'été, et ils étaient avec le flux des migrants, mais pour recommencer une vie normale, pas pour faire la guerre, ils fuyaient justement ça pour recommencer une vie normale. Et donc, ils l'ont fait. Et ce million est arrivé. Et comment nous les avons accueillis? Comment est-ce que nous avons aidé la Grèce à gérer son problème, ou l'Italie à gérer son problème? Je vous renvoie aux images. Comment nous avons fait à ce moment-là? Tout le monde était avec Daesh. Ce sont les Syriens, c'est tous des terroristes. On a mis en avant l'aspect sécuritaire, essentiellement. Rappelez-vous, les réunions au niveau européen étaient essentiellement faites par les ministres des Affaires intérieures. Essentiellement. Pour l'aspect sécuritaire. Ils sont en train de nous envahir, ils arrivent, c'est le terrorisme qui viennent, etc. C'est pas que je méconnais le fait sécuritaire. Il y avait bien évidemment à avoir, mais nous aurions pu organiser des hotspots, c'est-à-dire les mettre tous dans des camps, faire intervenir la Croix-Rouge internationale, organiser les choses à partir de la Croix-Rouge internationale et de l'UHCR. J'avais proposé à ce moment-là la création d'un haut commissariat européen aux réfugiés, en coordination avec la Croix-Rouge internationale, mais à ce moment-là, si vous vous rappelez, il n'y avait aucun capitaine sur le bateau, aucun. Chaque pays se renfermait sur lui-même. La Hongrie tapait en mettant ses fils de fer barbelés, la Macédoine faisait la même chose, les Bulgares se sont fermés, les gens, on les tabassait, et ils cherchaient un passage à travers les postes frontières, etc. Nous avons été honteusement au-dessous de tout. Honteusement au-dessous de tout. Pardon, vous avez... J'ai cru comprendre que vous aviez fait une distinction au début de votre propos, là, sur la dernière question, sur le terme réfugié et migrant. Et est-ce que c'est pas dangereux, de votre point de vue, de faire cette distinction en se disant on va trier le bon grain de l'ivraie, pardon de l'expression, ce sont des vies humaines qui sont en face, en se disant finalement, vous nous aviez parlé au début de cette médecine d'urgence de guerre, où on triait les patients entre ceux qui sont dans l'urgence absolue, qui doivent être sauvés, qui peuvent être sauvés, et puis ceux qui de toute façon vont mourir, donc finalement il ne faut pas s'en inquiéter. Est-ce que là, du coup, si on fait cette distinction, on n'entre pas dans ce tri-là,
Les autres peuvent mourir de toute façon, qui ne sont pas l'ambiance. Vous avez raison, ce sont tous des migrants. Tous des migrants. Seulement, il y a différentes catégories de migrants. Et je voulais simplement mettre en exergue qu'en 2015, d'accord, les migrants de 2015, avec cet épiphénomène, étaient essentiellement des migrants qui fuyaient la guerre et donc venaient se réfugier en Europe. Simplement pour dire, en 2015, nous avons eu effectivement une situation, un épiphénomène lié à une migration, d'accord, de personnes qui fuyaient la guerre et pour lesquelles cela méritait d'être reçu, d'être bien reçu, d'accord, parce qu'ils fuyaient véritablement la guerre et que nous étions, nous, en tous les cas occidentaux, incapables d'apporter une solution politique à une situation de crise et de catastrophe humanitaire de grande ampleur en Syrie, et donc pour lesquels il aurait fallu s'organiser pour assurer la prise en charge de ces personnes qui fuyaient la guerre. D'accord, je renvoie à 39-45, etc. Je renvoie à la fin de la guerre en 1945 avec ceux qui fuyaient les camps, avec les Russes, etc. Je renvoie à tout ça. Donc, il était important que nous puissions nous organiser pour le faire. Nous n'avons pas su le faire, nous n'avons pas voulu le faire. Et l'Europe, qui était censée être une communauté européenne et qui est en fait un club d'affaires, s'est renfermée et a explosé d'elle-même. Là. Et nous avons été en dessous de tout à ce niveau-là pour ça. D'un autre côté, vous avez les migrants économiques. Si on enlève ce million de personnes, et si vous prenez les migrants, dans lesquels migrants, vous avez des migrants économiques, vous avez des migrants pour regroupement familial, vous avez des migrants qui sont des étudiants, qui migrent, bien évidemment, pour faire leurs études, etc. Vous avez des migrants. Si on regarde sur les 10 dernières années, et si vous prenez la réalité factuelle des chiffres, c'est constant. Et même en 2018, le nombre de migrants, ces migrants-là, a baissé en 2018. Et donc, de ce fait, y a-t-il une crise migratoire? Non, il n'y a pas de crise migratoire. Il n'y a pas de crise migratoire. Ça représente, ils arrivent tous les ans à peu près à 0,4% de la population française. Il y a 8,5 millions, d'accord, 8,5% de migrants, c'est-à-dire de personnes, y compris françaises, de nationalité, mais non nées en France, d'accord, ça représente 8,5% de la population française qui sont des migrants, y compris des Français, d'accord, de nationalité française, et qui ne sont pas nés en France. Ça représente 8,5% de la population. Ce qui est rien. Il y a un stock d'environ 200 000 personnes, tous les ans, 200 000 migrants en France, et vous avez 100 000 qui bougent, 100 000 qui partent, 100 000 qui viennent. Dans les 200 000, vous avez 75 000 étudiants. D'accord, puisque les migrants sont essentiellement ceux à qui on a donné, d'accord, des cartes de séjour. Il y a 75 000 étudiants. Enlevez-les. Vous avez le regroupement familial, c'est-à-dire que vous avez des hommes qui travaillent, qui ont des capacités financières, parce qu'il faut prouver de la capacité à prendre en charge sa famille pour pouvoir faire le regroupement familial. Donc ça veut dire qu'ils ont l'appartement, qu'ils ont du travail et qu'ils sont en mesure de recevoir leur famille. À ce moment-là, il y a le regroupement familial de ceux qui sont venus. Et ça, c'est fixe. Et vous avez ceux qui viennent dans notre pays. Ça représente à peu près 10 à 12 000 personnes par an. Voilà. Voilà la réalité des chiffres de notre pays. C'est ça. Alors, est-ce que c'est une crise migratoire? Est-ce que c'est une crise migratoire? Si nous réglions le problème de la Syrie, nous aurions réglé le problème, effectivement, de ce mouvement en 2015. Seulement, il y a une manipulation politique de grande ampleur qui tend à être utilisée par un certain nombre de partis politiques, d'accord, qui vise à faire croire que nous sommes devant une crise migratoire, une crise de société. Nous sommes en train de nous faire envahir, nous perdons nos valeurs judéo-chrétiennes, nous perdons nos États, etc., etc. Mais ça posez-vous la question, à qui profite le crime? Oui. Et pour revenir, donc, je sais qu'on a qu'une heure. On a qu'une heure, j'arrive vers la fin, parce que bien sûr, la salle aura beaucoup de questions. J'ai des milliers de questions à vous poser, bien évidemment, mais il faut aussi que la salle puisse participer. J'aurai deux dernières questions pour revenir en Syrie. Donc, on a vu le drame d'Alep, on a vu le drame de la Ghouta. Bientôt, ce sera Idlib. C'est déjà Idlib, pardon. C'est déjà Idlib. Idlib, dans sa grande couronne, c'est à peu près, grosso modo, 3 millions d'habitants. 2,7 millions, 3 millions d'habitants. Les données les plus optimistes, si une attaque massive est portée sur Idlib, nous disent qu'il y aura 1 million de personnes qui vont quitter Idlib, à peu près
700 000, 800 000 morts, et 1 million qui resterait sur Idlib, en se cachant, se protégeant. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste sur ce qui va arriver? Non, je reste profondément pessimiste sur ce qui va arriver dans cette zone de Idlib. Vous l'avez évoqué, 3 500 000 personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, déjà depuis plusieurs années. Ce sont des gens qui ont fui Alep, ce sont des gens qui ont fui la Ghouta, qui ont fui Hama, Homs, etc., qui sont concentrés là, qui vivent pour la majorité dans des camps, qui vivent dans des écoles, qui sont dans des mosquées, etc., qui vivent essentiellement de l'aide humanitaire, qui franchit encore la frontière turque. Les Turcs laissent rentrer les camions des ONG, etc., pour alimenter cette population-là. Il y a des difficultés sur le plan sanitaire pour la prendre en charge. Donc, il n'y a pas d'école, etc. Donc, c'est vraiment une situation humaine extrêmement difficile. Et a priori, c'était considéré comme une zone de désescalade de la violence par les Russes. Donc, les Russes ont, avec les Turcs, considéré que cette zone-là était une zone sécurisée, d'accord, dans laquelle les gens pouvaient venir se réfugier. Et d'ailleurs, les Turcs, pour prouver effectivement que cette zone était une zone non violente, où les populations pouvaient venir se réfugier, avaient mis en place 12 postes d'observation à l'intérieur, autour de cette zone, 12 postes d'observation turcs qui étaient là pour garantir la sécurité des populations. Et puis d'un seul coup, on a vu que le régime avait décidé de reprendre ces derniers bastions qui est encore entre les mains des rebelles. C'est le dernier bastion qui persiste encore en Syrie, appuyé par les Russes, d'accord, pour une bonne fois pour toutes récupérer complètement ces zones-là. Et ils ont commencé à encercler. Encercler d'abord, c'est la tactique des Russes. On encercle. Une fois qu'on a encerclé, on assiège. On ne laissant pas rentrer de nourriture, et on bombarde en même temps, et on détruit toutes les structures de vie, les hôpitaux, etc. à l'intérieur, en bombardant jour et nuit, comme à Alep, comme la Ghouta, etc., comme ils ont fait. Cette stratégie a toujours été mise en œuvre par les Russes, et c'est pour eux celle qui marche le mieux pour éviter. Le problème, c'est qu'il y a en même temps cette population. Dès lors qu'il y aura ce siège, à ce moment-là, il est bien évident que les ONG qui amènent la nourriture pour cette population ne pourront plus rentrer. Il y a déjà eu à Alep, quand l'ONU avait tenté de faire rentrer un convoi, il avait été bombardé. À la Ghouta, quand les 46 camions de l'ONU pour ravitailler la population n'a jamais pu rentrer à l'intérieur à cause des bombardements, parce que c'était sûr. Donc là, c'est clair que cette population va se retrouver complètement assiégée, ne pouvant pas se nourrir. Et quand nous avons voulu faire sortir les 4500 blessés, au moins 1500 blessés les plus graves de la Ghouta, les Russes nous avaient interdit de le faire. Donc nous ne pouvions pas évacuer les blessés les plus graves de la Ghouta. Donc là, on va se retrouver dans la même situation parce que ce sera la même stratégie qui sera mise en place. Que vont faire ces gens? Derrière eux, il y a la frontière turque. Ils vont se sauver. Ils vont essayer de traverser la frontière turque et ce ne sera pas 2000 ou 3000 personnes. Ce sera 1 million, 2 millions de personnes qui vont tenter en force de traverser la frontière turque. Est-ce que les Turcs vont tirer sur les Syriens? Non, les Turcs ne vont pas tirer. Est-ce qu'ils ont la capacité d'empêcher ces 2 millions de personnes de traverser la frontière? Non, ils n'ont pas la capacité. Même s'ils ont construit un mur de 4 mètres de haut sur 900 km, pour autant, ils ne couvrent pas toute la frontière. Donc, ils vont traverser, ils vont venir ici. Alors, les Turcs, forts de ça, ont négocié avec les Russes le fait de temporiser pour l'instant, parce qu'ils avaient commencé à bombarder, de temporiser et de mettre en place, tout autour de la zone de Idlib, une zone tampon qui est entre les mains des Turcs et derrière la deuxième zone est entre les mains de la police russe. Et donc ils ont décidé de créer cette zone tampon, d'accord, qui enserre la province de Idlib, pour lesquelles on va demander à la population, qui le désire, d'aller se protéger dans cette zone tampon. Le nord, ça reste la frontière turque. La zone tampon, elle va vers l'est, l'ouest, elle enserre complètement cette zone-là. Moi, si j'étais là dans ma famille et pris au piège comme ça, je ne vais certainement pas aller vers le sud. Parce que dit que les gens iront dans la zone tampon qui leur est dévolue. Évidemment, quand vous avez la frontière turque vers le haut, vers le nord, pourquoi j'irai vers le sud? D'accord, au risque de tomber ensuite dans les mains de Assad. Moi, je serais allé vers le nord. Donc, je ne sais pas. Normalement, c'est censé se mettre en place dans le courant du mois d'octobre, cette zone-là, et être opérationnelle dans le courant du mois d'octobre. À partir du moment où cette zone sera dite opérationnelle et que va commencer
l'ouverture des corridors pour le transfert des populations pour aller se protéger, d'accord, alors commenceront les bombardements sur la zone et les attaques. D'accord. Donc il faut s'attendre dans les semaines qui viennent, d'accord, à justement des attaques dans la zone de Idlib. Que va faire la population, ces 3 millions de personnes? Où vont-ils se diriger? Eh ben, nous le saurons au moment où les attaques commenceront. Et enfin, une dernière question, parce que là, je referme votre livre, Va où l'humanité te porte. Alors, il y a le mot humanité. J'aimerais savoir, vous nous avez parlé d'exactions. Enfin, l'histoire est pleine d'exactions et d'atrocités que chaque individu, à titre personnel, commet. Mais est-ce que les actes individuels engagent notre humanité? Et quelle est l'humanité dont vous parlez dans ce titre, Va où l'humanité te porte? L'humanité est à prendre bien évidemment au sens large, et j'aime à dire que partout, d'accord, où nous marchons sur cette terre, je dis bien partout, d'accord, nous sommes qu'une seule humanité sur une seule terre, d'accord, et nous sommes tous couverts par le même ciel. Donc il y a, à mon sens, partout où nous sommes sur cette terre, nous sommes chez nous, parce que c'est la même humanité. Et le pire, c'est d'avoir créé ces frontières. Le pire, c'est d'avoir créé justement cet état de nation. Le pire, c'est d'avoir créé cette identité, etc. Le pire, c'est d'avoir fait ça parce que ça engendrait la violence que nous connaissons, où que nous allions. Moi, j'étais en Amérique du Sud, j'étais en Amérique du Nord, j'étais en Asie, etc. Partout, je me suis senti chez moi. Merci. Merci beaucoup. Renvoie à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, d'accord, et la négociation justement avec Dieu. Tu veux détruire Sodome, mais s'il y en a 10 qui sont justes, détruiras-tu? Ah non, dit Dieu, non. S'il y en a 10 qui sont justes, je ne ferai pas. Mais s'il n'y en avait que 5, ah non, je ne ferai pas s'il n'y en avait que 5. S'il y en avait 3, dit Dieu, bah non, je ne ferai pas s'il y a 3 justes. S'il n'y en avait qu'un, bah non, je ne ferai pas, dit Dieu. Donc s'il n'y en a qu'un seul, toute l'humanité va être sauvée. Et d'ailleurs, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, d'accord, si tu tues un seul homme, c'est comme si tu tuais toute l'humanité. Et si tu sauves un seul homme, tu sauves toute l'humanité. Voilà, moi je voudrais revenir sur la notion d'engagement au départ que vous évoquiez, et en même temps aussi la lier à la faiblesse de nos gouvernants, quelquefois à l'hypocrisie. Mais si nous étions plus nombreux à nous engager, si effectivement chacun d'entre nous faisait les petites choses que vous avez dit, donner de l'argent, aller à une manifestation, etc., mais en un nombre qui soit significatif, peut-être qu'on donnerait aussi du courage à nos gouvernants d'agir dans ce sens-là. Et je voulais aussi, là, plus avec émotion, réagir au fait d'une maternité bombardée. Et justement, par rapport à cet engagement, quand la maternité de Médina a été bombardée, et que le lendemain de ce bombardement, nous étions tous sous le choc, l'équipe soignante que vous avez décrite, qui fouille dans les décombres pour savoir s'ils peuvent récupérer quelque chose, mais en même temps qui essaye de porter assistance aux autres qui ont été blessés. Quand cette équipe nous a dit « Nous comptons sur vous pour reconstruire une maternité », eh bien, pour nous, c'était extrêmement fort. Et on avait là, sur nos épaules, un devoir de mettre tout en œuvre, d'aller chercher partout comment on pouvait remettre en place cette maternité, au-delà de l'abattement qu'on avait. Et s'engager, c'est, enfin, pour moi, je pense que c'est aussi ça. Pardon, oui. C'est ces moments très forts de partage avec cette équipe-là. Et alors, l'autre chose que je voulais dire aussi par rapport à l'engagement, c'est votre engagement sur le terrain, c'est l'engagement sur le terrain des associations, mais c'est pas que l'engagement pour l'humanitaire, parce
que c'est de l'humanitaire, c'est aussi, et vous l'avez très bien dit, la dénonciation. Dénoncer les crimes tout le temps. Et je reviens à cela, si quand on organise un rassemblement à Bourges, au lieu pour dénoncer ces crimes, au lieu d'être 30 ou 40, nous étions 5000, je rappelle qu'il y a 80 000 habitants dans l'agglomération de Bourges, les choses changeraient au niveau de la politique aussi.